On en parle peu lors de cette crise sanitaire. Les personnes handicapées et leurs difficultés pendant cette pandémie à coronavirus, que ce soit dans leur quotidien ou au travail. Les situations sont bien diverses selon la nature du handicap de chacun. Comment ces personnes en situation de handicap vivent-elles cette période du Covid-19? Les structures d'accueil et de prise en charge gèrent-elles bien ces personnes dites vulnérables? Sont-elles bien informées sur la pandémie et surtout concernant leur santé? Est-ce que cette santé elle est bien protégée? Nous passerons au peigne fin tous ces aspects avec deux personnes ressources, sans oublier toutefois d'évoquer quelques questions aussi liées à l'infection à coronavirus avec son évolution dans notre pays. Ce sera avec Dr Bawe Alain Lidao. Nous ferons un tour au Centre national d'appareillage orthopédique de Lomé pour vous présenter deux cas de malformation ou bien de déformation chez les enfants et dont le CNAO prend en charge. De quel type de déformation s'agit-il et comment sont-elles traitées? Les images tout à l'heure dans cette émission. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à Santé d'abord. Voilà, avec votre permission, je vous présente nos invités. Docteur Alain Lidao Bawe, qui n'est plus tellement à présenter, tellement il est présent dans toutes nos émissions et sur d'autres médias. Docteur Bawe, bonsoir. Bonsoir, Madame Carole. Comment allez-vous? Très bien. Je vous rappelle tout de même que Dr Bawe, il est infectiologue au niveau du CHU Sylvanus Olympio et médecin traitant des patients du Covid-19 au CHR Lomé Communum. Dr Bawe, vous savez, ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission. Merci. C'est un plaisir partagé. Ah oui. Merci beaucoup. Alors, les deux autres invités, tout juste à côté de moi, il s'agit de monsieur... je n'oublie pas son nom, monsieur Bando Poutanam Brice. J'espère que je n'écorche pas votre nom, monsieur Brice. Pas du tout. Voilà, monsieur Bando Poutanam Brice. Vous êtes le coordinateur communication et mobilisation des ressources au niveau de la FETAF. Dites-nous, c'est quoi la FETAF? Merci pour l'invitation. D'abord, je dirais que la FETAF, comme son diminutif, c'est la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées. Et c'est une fédération qui a été créée en novembre 1990, n'est-ce pas, pour travailler sur la promotion et la protection des droits des personnes handicapées dans notre pays. Nous y reviendrons, c'est juste pour connaître le cycle FETAF. Merci. Alors, vous êtes juriste également, juriste de formation. Tout à fait, je suis juriste. Bonsoir, monsieur Brice, et bienvenue dans Santé d'abord. Merci. À côté de monsieur Bando Poutanam Brice, il s'agit de monsieur Lakna Tokpessa. Il est directeur du Centre national d'appareillage orthopédique de Lomé. Il est kinésithérapeute de formation. Monsieur Lakna, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien, et vous? Voilà. Le décor, il est planté, les invités sont présentés. Nous allons rester avec monsieur Lakassa, non pas Lakassa, excusez-moi, Lakna. Voilà, monsieur Lakna. Et j'espère que ce soir, on fera une très belle émission. Nous sommes d'accord. D'accord. Alors, je reste avec monsieur Lakna pour cette première question. Le Centre national d'appareillage orthopédique, c'est un centre qui est spécialisé dans plusieurs services, dans plusieurs domaines et qui offre justement ces services à toute catégorie de patients souffrant d'une infirmité. Alors, quels sont les types de handicaps que vous prenez en charge au niveau du CNAO? Merci. Si vous évoquez cette question, c'est pour qu'on parle des types de handicaps que nous recevons au CNAO.
Et nous avons les trois grands types, le handicap moteur, le handicap sensoriel et le handicap mental. Donc dans le moteur, on regroupe tous ces caractéristiques de handicap qui empêchent ou bien qui limitent la mobilité de la personne ou le geste, le gestuel au niveau de ces personnes qui arrivent dans notre centre pour recevoir les soins. Donc le gestuel, nous pouvons citer les personnes qui sont atteintes de l'hémiplégique, donc les paralysies de façon générale, hémiplégique, hémiparésie, et les personnes amputées que nous recevons. Nous avons au niveau des enfants toutes les déformations possibles, le genou valgum, les genoux varom, les pieds beaux et les scolioses. Nous avons ce type de handicap que nous mettons dans le volet handicap moteur. Donc, pour le handicap sensoriel, nous allons mettre le côté les troubles de communication et de langage. Nous allons mettre aussi les trisomies 21, mais les trisomies 21 se retrouvent en même temps aussi au niveau du handicap mental. Et si nous voulons évoquer en même temps le handicap mental, c'est là nous mettons les IMC, les infirmités motrices cérébrales, les trisomies 21 et leurs handicaps qui sont liés. Okay, donc c'est tous ces grands types de handicaps que nous pouvons citer pour le moment, mais sans oublier les patients avec des maladies rhumatismales, des déformations dues aux accidents aussi, des séquelles de fractures que nous recevons dans le centre. C'est ça. Oui. Très bien. Alors, vous savez que nous sommes dans un contexte un peu particulier. Alors, depuis le début de la pandémie à coronavirus, quelles sont les dispositions d'ordre général que vous avez mises en place pour garantir la protection des personnes qui visitent votre centre, M. Lacna? Madame. Pour notre centre s'inscrit. C'est un centre du ministère de la Santé. Et dès que c'est déclenché pour qu'on prenne des mesures pour lutter contre la propagation du virus, nous avons pris aussi des dispositions au centre. Nous avons déjà mis en place un comité formé de 3 principaux acteurs et qui impliquait tous les acteurs du centre. Et on a fait en sorte qu'on a réorienté les entrées. L'entrée principale était le seul accès et les autres étaient fermés. Et nous avons mis des dispositifs de lavage à main au niveau de l'entrée. Au niveau de la cour, les points stratégiques, nous avons mis des dispositions de lavage à main. Et au niveau de chaque service qui produit les soins, nous avons mis aussi des dispositions de lavage à main. Maintenant, pour les autres dispositions, nous avons le ministère aussi qui nous a appuyé en matériel, surtout avec les affiches de sensibilisation que nous avons mis dans tout le centre pour que ces personnes handicapées aient accès à l'information. Et nous allons citer aussi des affiches propres à la personne handicapée, dont l'OADCPH, la FETAF et le CICR nous ont offert pour que nous puissions sensibiliser. Donc, pour les autres cas, le port de masque par tout le personnel que nous fournissons chaque jour 2. Nous avons les visières qu'on nous a octroyées aussi, que chaque personnel en dispose. Donc, pour la distanciation, vous allez voir que nous avons exigé, pour les masques, nous avons exigé à chaque patient de porter les masques de façon générale et nous avons mis des références pour respecter la distanciation. Nous avons fait des séparations au niveau de la caisse, au niveau des sièges du centre. Nous avons tracé des traçages pour marquer la distanciation, à ce que quand un patient s'assoit, que ce marquage l'empêche à être en proximité avec son prochain. Et pour ce cas des dispositions de façon générale que nous avons instituées au centre. Merci beaucoup. Docteur Baoué, ce soir nous parlons des personnes en situation de handicap et le Covid-19 et on sait que, on le dit souvent, ces personnes, ce sont des personnes vulnérables, donc ils ne sont pas à l'abri de cette infection. Dites-nous, est-ce que par rapport au virus, est-ce que la propagation du corona connaît son ralentissement chez nous? Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Parce que depuis dimanche, on a pu entendre parler d'un nombre important de cas confirmés. Oui, effectivement, lorsqu'on prend la situation épidémiologique de la pandémie au Togo depuis quelques jours, on a connu un ralentissement. Effectivement. Et ça ne nous étonne pas parce que quand on prend un peu le modèle épidémiologique qui a été fait, on a vu qu'au Togo, contrairement à l'Afrique où la courbe est d'évolution ascendante, au Togo, on a une courbe plutôt qui est anarchique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ascension fulgurante
comme on le voit pour l'Afrique. On a surtout des cas sporadiques, des flambées. Et donc, quand on parle de la courbe, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, c'est une courbe qui est anarchique. Et donc, cette situation que nous vivons actuellement ne nous étonne pas. Et on espère que ça va être comme ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Quand vous parlez de jusqu'à la fin, qu'est-ce que nous allons imaginer? Alors, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Nous comprenons bien cela, docteur Baoui. Alors, peut-on parler encore de foyer d'épidémie du coronavirus chez nous? Est-ce que certains milieux constitueraient encore un potentiel risque de propagation de cette maladie? Oui, il y a quelques semaines, certains foyers étaient considérés, ou bien certaines localités étaient considérées comme des foyers à potentiel épidémique. C'est ça. Mais des efforts ont été faits pour que des flambées n'apparaissent pas dans ces localités. Si on se rappelle un peu, on a fait des efforts pour la région centrale, puisqu'on craignait une flambée dans la région centrale, notamment à Sokodé. Ensuite, il y a eu une flambée dans la plaine du Mont, à Djarkmanga. Aujourd'hui, tout va bien. C'est vrai qu'il y a toujours des cas qui arrivent, mais bon, ce n'est plus comme au début. C'est ça. Et on a connu également des flambées à la prison civile de Lomé. Et donc, comme je disais, notre courbe au Togo va connaître des flambées épidémiques comme ça. On n'aura pas de pic en tant que tel, mais on va avoir des pics, des flambées, des cas sporadiques. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer. Donc aujourd'hui, il est difficile de dire qu'une localité constitue un foyer. Mais les efforts sont toujours faits pour qu'on n'aille pas jusqu'au pire. Mais quand on prend un peu la situation épidémiologique qui se fait tous les jours, on peut quand même avoir une idée sur certaines localités ou bien certains districts sanitaires où on enregistre beaucoup de cas. C'est ça. Oui. C'est ça. Monsieur Brice, j'aurais préféré vous appeler tout simplement Monsieur Brice parce que votre nom, Monsieur Bando Ptanam, c'est ça, non? Oui. Je prononce bien quand même. Ah oui, parfaitement. Ok, parfaitement, merci beaucoup. Alors tout à l'heure, vous nous parliez de la FETAF, et dites-nous, la FETAF, la Fédération Togolaise des Associations de Personnes Handicapées, a été créée en novembre 1990. Alors aujourd'hui, elle regroupe combien d'associations en fait? Merci pour la question. Et peut-être avant de donner le nombre d'organisations membres de la FETAF, permettez quand même que je revienne un tout petit peu pour dire que la FETAF effectivement a été créée exactement le 30 novembre 1990 en remplacement de l'Union nationale des personnes handicapées qui existait bien avant la FETAF. Et depuis sa création, elle a fait son bonhomme de chemin et à ce jour, elle compte en son sein 40 organisations de et pour personnes handicapées, c'est-à-dire des organisations constituées essentiellement de personnes handicapées et des organisations constituées de personnes non handicapées, mais qui travaillent pour la cause des personnes handicapées. Mais dans la dynamique de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte, nous collaborons avec 18 organisations partenaires qui ne sont pas membres de la FETAF, mais qui, sur le programme d'appui à l'inclusion des enfants et jeunes handicapés, nous collaborant avec elles pour pouvoir assurer le bien-être des enfants et jeunes handicapés sur toute l'étendue du territoire. Voilà, donc un peu ce qu'on peut dire. Merci beaucoup. Alors, quelle est la perception de M. Nkekpo Didier face au Covid-19 et les personnes en situation de handicap? Il met l'accent surtout sur la vulnérabilité, voilà, de toutes ces personnes présentant une sorte d'infirmité et surtout l'intérêt de leur accorder une attention particulière. Nous écoutons le directeur, puisqu'il s'agit du directeur de programme de la FETAF. Donc, nous écoutons M. Didier Nkekpo qui se prononce sur le Covid-19 et la situation des personnes handicapées. Les personnes handicapées ont besoin d'une protection particulière. Comme vous le savez, lorsqu'il y a une urgence humanitaire de façon générale, et les groupes les plus vulnérables sont les plus exposés. Et donc,
le cas se présente justement également avec la COVID-19. Cette pandémie a des conséquences sur les activités économiques de tout un chacun. À plus forte raison sur les personnes handicapées qui, pour certains, font de petites activités. Et donc, avec le confinement, la fermeture de certaines écoles et des églises, les activités commerciales se sont vues arrêtées. Alors, donc, ces personnes qui, au départ, étaient vulnérables, sont davantage plus vulnérables en matière économique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également le fait que les personnes handicapées, pour la plupart, ont besoin d'assistance. Et c'est clair que lorsque les mesures, la communication sur les mesures barrières, les mesures de distanciation qui obligent, pour se protéger, d'être au moins à 1 mètre des gens, et vous comprenez qu'une personne handicapée et qui a besoin d'assistants se voit un peu lésée. Donc c'est clair que les communications doivent prendre en compte ces réalités pour qu'on puisse expliquer à la personne comment est-ce qu'il peut utiliser son assistant. Il y a également les aides techniques qui sont utilisées par ces personnes. Alors si on demande aux gens de laver les mains, par exemple, alors il faut qu'on précise à une personne qui utilise par exemple un fauteuil roulant, une canne, des béquilles, etc., d'également laver ces instruments-là, ces aides techniques, parce que ces aides techniques éventuellement ont été touchées et par d'autres personnes qui pourraient peut-être les contaminer. Il y a aussi la question de communication. Comme vous le savez, nous sommes dans la dynamique de la communication, de porter l'information à tout le monde. Alors, le groupe des personnes handicapées auditives qui, a priori, n'ont pas l'information sonore, doivent être prises en compte de façon particulière. Et donc, au niveau des télés, et lorsque la communication passe, il faut un interprète en langue de signes. Alors, si la communication passe à la radio, il faut trouver un mécanisme pour que ces personnes-là puissent être informées. C'est pourquoi la prise en compte particulière de ces personnes se justifie. Et donc, à l'endroit de l'État, je voudrais, au nom des personnes handicapées, remercier le président de la République et son gouvernement, mais leur dire de prendre en compte davantage les personnes handicapées dans les programmes sociaux, dans les programmes d'appui. Je demande aux organisations humanitaires de vraiment prendre à bras le corps la situation particulière des personnes handicapées. Voilà, vous l'avez écouté, le directeur de programme de la FETAF a évoqué un certain nombre de problèmes que nous partageons, hein, je suppose tous ici, dans cette émission. Mais je voudrais revenir un peu sur le problème de communication qu'il a évoqué. Là, je voudrais m'adresser particulièrement à M. Brice, parce que vous êtes chargé du volet communication au sein même de la FETAF. Alors, il a dit pour les handicapés sensoriels, pour nous par exemple les handicapés auditifs, alors les malentendants par exemple, alors au niveau des télé, lorsque l'information passe, il y a forcément, mais il y a quelquefois, on le remarque, un interprète pour les gestes, le langage gestuel. On est d'accord. Même cette émission qu'on est en train d'animer, il y a toujours un interprète qui traduit pour nos amis les malentendants ce qui est en train de se dire. Oui. Maintenant, au niveau des radios, il a dit qu'on peut trouver un mécanisme, mais moi je m'interroge. Par quelle alchimie on va trouver un mécanisme pour les personnes, nos amis, les malentendants, pour qu'ils puissent écouter ou bien capter les informations qui passent sur les radios? Est-ce que vous avez une idée, M. Brice? Merci pour la question, qui d'ailleurs est très pertinente. Pour ce qui est du mécanisme, comment faire pour que les personnes handicapées auditives puissent avoir accès à l'information?
quand nous prenons la question de la télé, le problème ne se pose pas en tant que tel à partir du moment où il y a un interprète en langue de signes qui facilite la communication. Mais cette communication ne se limite pas seulement à l'action de l'interprète en langue de signes. On peut également faire recours au sous-titrage, qui est également un moyen de permettre à la personne handicapée auditive, sinon à la personne malentendante, de pouvoir avoir accès à l'information. Et c'est vrai, aujourd'hui, nous n'avons pas mis les masques, mais le fait aussi de mettre le masque empêche la personne malentendante de pouvoir déchiffrer ce que vous êtes en train de lui dire. Donc, en ne mettant pas le masque, quand vous lui parlez, vous le fixez, elle arrive à déduire, sinon comprendre déjà 20% de ce que vous êtes en train de dire avant de pouvoir essayer de comprendre ou bien de lire le sous-titrage. Maintenant, revenons à la question de radio. Le problème va se poser parce que les radios, c'est complètement audition. Donc, il faut écouter. Maintenant, la personne handicapée auditive, comment elle va écouter à partir du moment où elle n'entend pas? Nous saluons aujourd'hui la venue des TIC parce que ça apporte vraiment un soulagement pour cette catégorie de personnes. Pourquoi? Parce que avec les TIC, aujourd'hui, on a les radios en ligne. Les radios, la radio Lomé, par exemple, la radio Cara et certaines stations il y a des médias en ligne. Voilà, sont en ligne. Donc, il suffit seulement de faire le titrage. Le son passe, mais tout ce qui est dit est écrit. En ligne, la personne handicapée qui a accès à un ordinateur, à un smartphone ou bien à un Android, capte la radio et suit la radio à travers l'écrit. Bon, pour les chaînes qui ont encore des moyens, elles pourront faire appel aux interprètes en langue de signes. Là, on aura une capsule qui accompagne l'audio qui est en train de passer. Parce que je vais vous surprendre, les personnes handicapées causent à travers WhatsApp. Mais vous allez vous poser la question, comment elles le font? Elles utilisent juste les vidéos qu'on arrive à se faire par WhatsApp. Elles déposent l'appareil et puis elles communiquent sans problème. Donc je me dis aujourd'hui, il suffit seulement qu'on utilise vraiment les nouvelles technologies de la communication et on va rendre vraiment accessible l'information aux personnes handicapées, malentendantes et sourdes. Merci beaucoup. Le droit à l'information est un droit qui est reconnu à tous et aux personnes en situation de handicap auditif. Alors, les intérêts et les droits des personnes en situation de handicap sont sans doute au centre des préoccupations de la FETAF. Alors, pensez-vous réellement que les droits de ces personnes sont respectés et leurs intérêts protégés? Est-ce que vous y veillez, M. Brice? Merci pour la question. Peut-être avant de venir sur les droits et les intérêts des personnes handicapées, permettez quand même que je revienne un peu sur la définition pour nous permettre de comprendre un peu d'abord ce qu'on entend par personne handicapée et peut-être aborder les différents types de handicap. Voilà, donc par personne handicapée, si on se réfère à l'article 1er de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées que le Togo a ratifié en 2011, et cet article nous dit, surtout en son alinéa 2, que par personne handicapée, on entend tout être humain qui présente des incapacités durables. Donc ces incapacités peuvent être physiques, elles peuvent être intellectuelles, elles peuvent être mentales ou sensorielles, dont l'interaction avec diverses barrières empêche la participation de cette dernière, n'est-ce pas, à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Alors, donc c'est dire qu'il faut d'abord un être humain qui présente des incapacités et que ces incapacités soient physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles et qu'il y ait interaction avec diverses barrières et en ce moment, on sera dans une situation de handicap. Alors, de cette définition, il se dégage 4 grands types de handicap. On aura le handicap physique, dont le directeur a parlé tout à l'heure. Il y a les hémiplégiques, les paraplégiques, les personnes amputées et tout. On aura les personnes handicapées mentales. Il en a fait cas également avec les personnes trisomie 21. Entre griffes, on n'aime pas utiliser le terme les Mongols. On aura également les personnes autistes qu'on peut mettre dedans. Il y a les personnes handicapées sensorielles. Là, on va parler des personnes handicapées auditives, donc
les le malentendants. directeur en a déjà parlé. Voilà. Est-ce qu'il faille encore revenir sur les différents types de handicap? Il faut avancer, M. Brice. Oui, bien sûr, oui, mais c'est aussi important de mettre un peu cet accent. Il y a quelques nuances que vous voulez apporter sans doute. Juste quelques petites. Pour dire qu'au niveau du handicap intellectuel, qui est en même temps lié au handicap psychosocial, voilà, c'est une couche de handicap qui est vraiment marginalisée. On n'arrive pas à les percevoir parce que quand vous voyez la personne, vous ne sentez pas tout à l'heure que c'est une personne handicapée. Donc il est important, n'est-ce pas, de jeter un regard favorable, sinon un rétroviseur sur eux et puis accorder un intérêt particulier. Voilà, maintenant revenons au droit. Est-ce que la FETAF veille aux intérêts et aux droits des personnes handicapées? Je dirais que, en réalité, pour parler de droit, c'est à l'État qui a ce pouvoir régalien de veiller sur les droits de tout être humain, tout citoyen sur son territoire. Mais la FETAF, dans son rôle d'accompagnement des actions de l'État, nous ne faisons que conscientiser les populations, les communautés, sur l'importance de tenir compte de cette couche de la population dans tout ce que nous menons comme activité. Parce que aujourd'hui, les Nations Unies nous disent, surtout l'OMS nous dit que 15% de la population est en situation de handicap. Si nous menons nos politiques, nous développons nos politiques, nous ne tenons pas compte de 15% de la population, vous voyez que c'est un développement qui n'est pas vraiment de façon holistique. Donc, à la FETAF, on fait des plaidoyers, on fait des sensibilisations pour permettre, n'est-ce pas, à l'État de non seulement ça, veiller à la prise en compte des droits des personnes handicapées dans tout ce qu'il fait, mais de permettre également aux communautés de tenir compte des personnes handicapées qui aussi peuvent contribuer au développement. Voilà, donc je dirais que oui, nous y veillons. Et nous faisons de notre mieux pour, n'est-ce pas, veiller aux intérêts des personnes handicapées. Merci beaucoup. Vous avez été un peu long, mais la prochaine fois, je serai obligée de vous arracher la parole comme ça. Si je vous pose encore la question, vous allez être succincte, précis et concis. Alors, mais monsieur le directeur, dites-nous, est-ce que les différentes prestations de services se poursuivent normalement au niveau du centre? Ou bien il y a eu des restrictions imposées par le contexte de la pandémie du coronavirus? Merci, madame. Nous allons dire que le fonctionnement du centre est continu. Il n'y a pas eu d'arrêt, mais il s'est soumis sous ces restrictions imposées par le coronavirus. Donc nous avons dû revoir l'effectif parce qu'il y a des services où il y a un nombre élevé de personnes et que s'ils viennent tous aux mêmes heures et au même moment, il y aura un rapprochement de personnes et la distanciation serait difficile, y compris le mouvement des patients aussi dans les centres. Donc nous avons dû réduire au moins à 10% l'effectif par jour de nos personnels, ce qui a fait que nous avons instauré un roulement au niveau de chaque service pour pouvoir faire. Et nous avons essayé aussi d'annuler certains rendez-vous pour certains patients qu'on sait que leur présence obligera une contiguïté, un rapprochement avec eux. Surtout, nous avons même annulé les séances de balnéothérapie. La piscine, par exemple, est carrément fermée. Parce que là, vous voyez que tous les patients qui arrivent au niveau de la piscine pour la balnéo vont se frotter toujours dans l'eau. Nous avons éliminé ça. Pour certains enfants, nous avons mis des restrictions pour que, quand les mamans arrivent, qu'il ne faut pas qu'ils les laissent sur le plancher de la salle. Et pour certains, les accompagnants, on a exigé que ce soit un seul. Et ceux qui ne peuvent pas arriver seuls, ça. Mais si quelqu'un peut arriver seul, qu'il arrive seul, parce que nous ne voulons pas trop de frottement entre le personnel et les patients dans le centre. Très bien. Alors, est-ce que le taux de fréquentation est toujours le même ou bien il y a eu une diminution? Vous savez, depuis que cette histoire a commencé, beaucoup de personnes n'aiment plus aller dans les hôpitaux, comme si c'est là-bas qu'il y a le virus. Alors, est-ce que vous avez fait le même constat au niveau du CNAO? Bon, déjà, si nous disons que nous avons nous-mêmes mis en place une restriction, la réduction du personnel par jour et de 10%, et nous avons aussi demandé à certains de ne pas venir. Ça veut dire que si la piscine est fermée, ça veut dire que les patients qui viennent à la piscine ne viennent plus. C'est vrai qu'il y a d'autres prestations qu'ils reçoivent en dehors de la piscine. Là, ils viennent. Mais, comme vous l'avez vu, les mesures restrictives que le gouvernement a édictées, et de demander le confinement surtout, a fait que certaines personnes ne sortent plus. Ce qui a fait que certains ne vont plus venir pour les séances ou bien la prise en charge. Donc, effectivement, il y a eu
un impact sur le taux de fréquentation, mais c'était au début. Progressivement, lorsque tout le monde s'est senti dans le respect des mesures, il va porter le masque, il va venir respecter la distanciation, ils ont repris. Et l'affluence a été continue. Et actuellement, avec la confiance, les activités reprennent totalement dans le centre. Merci beaucoup. Alors, une malformation qui a entraîné peut-être une déformation non corrigée chez l'enfant peut amener cet enfant-là à devenir un handicapé physique demain. C'est possible. Alors, l'une des spécificités du CNAO, le Centre national d'appareillage orthopédique, c'est justement de prendre en charge tôt cette déformation des membres chez l'enfant pour lui permettre ou bien pour lui redonner toute sa droiture. Lorsque le pied est un peu, je ne sais pas, à une déformation, il corrige tout ça là-bas. Alors, présentation du premier cas, il s'agit du pied beau. Vous posez certainement la question de savoir qu'est-ce que c'est que le pied beau et donc comment le corriger. Voilà un peu dans quelle conditions et dans quelles dispositions les techniciens du CNAO travaillent dans ce contexte du Covid-19. Premier cas, pied beau. Un cas de traitement pied beau, c'est un enfant. Donc nous avons dans les mesures possibles demandé à ce que nos collègues, en plus de la bavette, nous avons la visière qui permet qu'il soit protégé et qui protège aussi l'enfant et la maman. On a exigé que ce soit un seul accompagnant. Donc, sous les parents qui viennent en plus le patient et on leur dit non, on a besoin qu'un seul. Et comme ça se fait. Et la dame porte aussi sa bavette, et de sorte qu'ils ne vont plus être trop proches de la dame pour faire le traitement. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est le cas de cet enfant qui prouve que nous avons essayé de mettre en place ces mesures de respect pour lutter contre la COVID-19. Nous voyons que vous êtes en train de prendre en charge un enfant handicapé. Alors, présentez-nous un peu ça par vous. Ici, c'est un enfant que nous venons de recevoir. C'est un pied beau, c'est une déformation congénitale que nous venons de recevoir ce matin. Donc, nous le prenons dans le cadre du traitement du pied beau en utilisant la méthode Ponseti. C'est une technique qui utilise les plaques, le plâtrage, c'est des plâtres successifs qui se fait de façon hebdomadaire. Donc après chaque semaine, le patient passe et on le change de plâtre. Ceci peut être après 2, 3 ou bien 5 plâtres. On va toujours évaluer l'évolution et on lui fait une petite hématolie. On lui remet les chaussures adaptées pour la suite. Si l'enfant vient traiter, comme il est arrivé, le traitement, l'enfant aura un traitement complet, il pourra marcher sans sequelles et sans défi, sans aide technique de marche. Donc c'est une technique d'ailleurs qui est indiquée dans ce cas de déformation, qui a des résultats efficaces pour rendre l'enfant autonome pour la suite. Je suis allée au village de mon mari. La semaine s'est passée, donc je l'ai rencontrée. Elle est une voisine à la famille. Donc quand j'ai vu, j'ai remarqué que les pieds avaient une certaine malformation. Et j'ai dit, mais est-ce que je vois bien les pieds de cet enfant ou bien il y a un problème? Et la maman m'a dit que non, il y a un problème. Et à la naissance, le pied était comme ça. Et on l'a amené dans un CMS à Agnier. Donc à Agnier, on a fait une série de plâtres, mais ça n'a pas changé. Il n'y a pas eu un grand changement. Et j'ai dit, bon, je vais prendre la photo pour venir montrer, puisque je travaille au CHU, je suis au service social du CHU. Je vais montrer au professeur Nassingbe voir ce qu'il me dira. Donc quand je suis venue, je lui ai montré la photo. Il a dit non, que l'enfant a une malformation, il peut se corriger. S'il peut arriver, il y a un projet même actuellement
Donc on peut les insérer dans ce projet. Et ils ne vont rien payer. Si elle peut respecter les séances et le temps de traitement, pour le traitement, on n'aura à rien payer. Donc j'ai appelé le village, j'ai appelé son mari. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée hier soir. Et immédiatement, on a commencé le traitement. Voilà, Monsieur Lacnan, vous êtes kiné. Est-ce qu'on ne peut pas, avec quelques exercices et massages, redresser les pieds de cet enfant? Est-ce qu'on est obligé de passer par ce traitement que moi je trouve un peu contraignant, voire insupportable pour un enfant de cet âge-là? Merci madame, c'est normal que vous posiez cette question. Parce que quand vous voyez ce traitement, vous trouvez qu'il est contraignant. Mais vous avez vu ce que la dame a dit, qu'on a fait des séries de plâtres à nier et qu'on n'a pas obtenu de résultats. Ça n'a pas marché. Ça veut dire que, vous voyez, les plâtres n'ont pas réussi et que le simple massage peut donner un résultat positif. Non. Exactement. Donc, c'est un traitement expérimenté par des professeurs agrégés. Donc, nous l'appelons méthode Ponseti. Donc, c'est depuis les États-Unis, c'est un Italien. Donc, ils l'ont fait pendant des années et c'est réussi. Donc, et ce traitement, nous le faisons aussi depuis 2011, ici, quand on l'a importé. Donc, avant, quand nous, on le traitait, on faisait toujours des plats successifs, mais nous n'arrivons pas, c'est un processus. C'est ça. Et que, comme elle vient de le dire, ce n'est pas seulement les kinésithérapeutes qui font ce traitement. Il y a les kinésithérapeutes, les orthoprothésistes, les médecins. Donc, comme elle a dit, le professeur Nyasingbe... Le traitement, il est pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire. Et le professeur Nyasingbe est impliqué dans ça, parce que l'étape de ténotomie dont le collègue a parlé, c'est un médecin chirurgien qui doit le faire, l'orthopédie. Donc, nous le faisons et ce n'est pas contraignant. C'est vrai, tout est contraignant parce qu'il faut poser une série de plâtres. D'autres font à 3 séances. C'est pourquoi on demande que les parents arrivent très tôt. Quand on commence précocement, on peut faire 2 à 3 séries de plâtres et gagner. Des fois, et ne pas aller à la ténotomie et poser la telle pour un temps donné. Donc, nous pensons que ce n'est pas... nous sommes obligés de passer par là pour pouvoir obtenir des résultats positifs très adéquats. Ok, très bien. Vous êtes directeur du CNAO. Est-ce que le CNAO fait aussi dans le social? De quel projet parle la dame grâce à qui et la maman et l'enfant sont arrivés chez vous? Vous savez que dans certaines familles démunies, il y a plusieurs cas pareils qui ont besoin vraiment d'aide. Le projet, c'est quel projet? Oui, c'est le projet Pied-Beau, tout court qu'on appelle, programme Pied-Beau, qui était financé plutôt depuis Parcours International. Et ça couvrait toute l'étendue du territoire. Donc, c'était fait en sorte qu'il y avait l'étape de sensibilisation aussi pour informer la population que cette pathologie, cette déformation existe, qu'ils puissent la identifier tôt et qu'on amène dans les centres spécifiques pour cette prise en charge. Voilà. Et ce projet, comme vous l'avez dit, c'est le social. Le CNAO, c'est un centre sanitaire et dans un centre sanitaire de l'État, il y a un peu le social. C'est social et ce projet, c'était totalement gratuit. Les parents assument leurs déplacements et autres. C'est pourquoi la dame, on lui a dit, quand le professeur m'avait appelé, j'ai dit, si ils sont à Lomé, qu'ils arrivent, qu'on constate si nous pouvons commencer la séance. Et le jour même, c'était sa première séance là-dedans. Donc, il y a le volet social au CNAO et nous avons un service social aussi qui fait ses enquêtes sociales et voit si c'est possible, si cette famille. Donc, pour ceux qui sont à Lomé, si vous les voyez et qu'ils ont cette déformation, un enfant a cette qu'ils arrivent à Lomé, au CNAO plutôt, et ceux qui sont à l'intérieur, on leur demande, ils arrivent, s'ils ont des parents, ils restent pour 2-3 semaines. On fait ça, et si ça a réussi, on fait la ténotomie. Une semaine après, quand on pose les attelles, ils s'en vont et que c'est le suivi qui est continu. Donc, s'ils respectent ça, en 2 ans, le port surtout, parce que si on ne respecte pas ce processus de port de l'attelle après l'étape de ténotomie, il y a récidive et nous en recevons. Il y a échec. Très bien. Nous allons retourner à présent vers Dr Baoué. Dr Baoué, nous parlons ce soir des conditions des personnes en situation de handicap. Dites-nous, quels sont les facteurs qui indiquent que ces personnes sont des personnes vulnérables, par exemple au Covid-19? Alors, d'abord, quand on parle de handicap, il faut
distinguer deux situations de survenue de handicap. Ça peut être congénital, ou bien ça peut venir avec l'âge, ou bien à la faveur d'un accident, par exemple. Mais toutes les personnes qui sont handicapées, puisqu'on a distingué plusieurs types de handicap, toutes les personnes handicapées ne sont pas forcément des personnes vulnérables, notamment au Covid-19. C'est au cas par cas. C'est ça. Quand on prend les personnes qui ont une déficience, par exemple, auditive ou visuelle, et que cette déficience, si je prends la déficience auditive qui est venue, auditive ou surtout visuelle, qui est venue à la faveur d'une maladie, par exemple, c'est pour en venir aux personnes qui ont des pathologies chroniques qui sont déjà connues, qu'on appelle des comorbidités. Et on connaît dans le Covid-19, les comorbidités sont un facteur aggravant, un facteur pronostic. Alors, donc, si je prends, par exemple, les personnes qui sont hypertendues, les personnes qui sont diabétiques, et on sait un peu la complication de ces pathologies chroniques chez ces personnes-là. Et donc, si une personne qui est hypertendue, qui n'observe pas bien son traitement anti-hypertenseur ou bien son traitement antidiabétique, il peut plonger dans un handicap à type d'une déficience visuelle, par exemple. Il perd la vue. Et donc, quelqu'un qui perd la vue à la faveur d'une maladie qu'il avait et pour laquelle il n'est pas bien suivi, vous comprenez que déjà il y a une déficience d'abord au niveau de son immunité en général, et puis à laquelle vient s'ajouter cette déficience visuelle, par exemple. Donc cette personne, par exemple, lorsque la maladie survient chez ces personnes qui ont déjà des déficiences, ça veut dire que la pathologie qui a entraîné cette maladie n'était pas bien traitée. Et donc, évidemment, lorsque la maladie survient, c'est-à-dire la Covid-19 survient chez ces personnes, ça va être vraiment très grave chez ces personnes-là. À cause de leur antécédent. À cause de leur antécédent qui n'est pas bien soigné. Voilà. Oui. Voilà. Alors, la phrase qui reste aujourd'hui dans la bouche des personnes par rapport au Covid-19, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec le coronavirus. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Vous avez fait allusion tout à l'heure en disant que bon, ça va être comme ça jusqu'à quand? Doit-on apprendre à vivre maintenant avec le corona? C'est ce que tout le monde dit, du moins. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ouais, quand on prend une épidémie, il y a la notion de temps et puis la notion d'espace. Donc une épidémie est circonscrite à une localité donnée pendant un temps donné et puis après ça passe. Si on prend par exemple l'épidémie de choléra, on sait que c'est à l'approche ou bien pendant la saison pluvieuse qu'on a le choléra. Et après la saison pluvieuse, on n'a plus de choléra. On peut quand même décrire quelques cas de choléra, ça et là, durant l'année. Mais c'est pas des cas sporadiques, très bien. Ou bien quand on prend l'épidémie de méningite, c'est pendant la saison sèche. Après la saison sèche, on n'a plus de... Donc on a un pic et puis après on a une décroissance. Mais ici, lorsque vraiment le temps devient très élastique, très long, on rentre dans ce qu'on appelle l'endémie. Et donc ça veut dire qu'on doit vivre avec cette maladie. C'est ça. Exemple de maladie endémique que nous avons aujourd'hui, par exemple le paludisme. De janvier à décembre, on a toujours des cas de paludisme. Et on a également aujourd'hui le VIH-Sida. De janvier à décembre, on dépiste toujours des cas de VIH-Sida, bien que la prévalence est quand même en baisse. Donc, on pense que pour une maladie comme la Covid-19 qui n'a pas de vaccin, qui n'a pas de traitement spécifique et que c'est la prévention qui est le seul moyen de venir à bout de ce virus et qu'au niveau de cette prévention, il y a toujours des balbutiements à cause du non-respect, tout ça, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser au sein de la population, on ne peut pas mettre un gendarme pour chaque personne. Et donc, on va assister toujours à des cas de contamination, de positivité au cours de l'année. Et c'est pourquoi on dit on doit vivre avec, parce que si on a un vaccin, on va venir à bout de ce virus. Si on a un médicament, mais pour le moment, on n'a pas encore ce virus, pardon, on n'a pas encore ce vaccin, on n'a pas encore un médicament spécifique. Donc, le virus, il est encore là et puis il va continuer par contaminer les personnes, surtout celles qui ne sont pas vraiment disciplinées, qui ne respectent pas bien les mesures qu'on a prescrites. Donc, c'est pourquoi on dit qu'on va finir par vivre avec ce virus le temps que un jour
un médicament spécifique ou bien un vaccin soit trouvé. Merci beaucoup, Dr Baoué. Monsieur Brisson, alors, durant cette crise sanitaire, avec l'état d'urgence qui a été décrété, qu'est-ce que la FETAF fait concrètement pour la protection des personnes en situation de handicap? Merci. Depuis l'avènement du premier cas et la prise des mesures barrières, notamment avec l'état d'urgence, la FETAF a initié un certain nombre d'activités. D'abord, nous avons mis très rapidement en place un projet dénommé « Promotion de la résilience des personnes handicapées face au Covid-19 ». Et ce projet nous a permis de venir en appui à nos organisations membres, puisque nous sommes une organisation composée d'autres organisations. Donc nous avons doté nos différentes organisations membres de matériel de protection pour leur permettre de continuer leur travail de monitoring des droits de l'homme, des droits des personnes handicapées. Donc on les a dotés des dispositifs de lavage de mains, de gel hydroalcoolique pour se protéger, des masques de protection, de l'eau de javel pour désinfecter leur lieu de travail, du savon liquide également pour pouvoir se laver régulièrement les mains. Mais maintenant, pour les bénéficiaires directs, étant donné que nous n'avons pas contact, c'est-à-dire la FETAF n'ayant pas contact avec les bénéficiaires directs, nous avons appuyé nos organisations membres pour, à leur tour, venir en aide aux personnes handicapées les plus vulnérables. Comme l'a dit le docteur tout à l'heure, toutes les personnes handicapées ne sont pas des personnes vulnérables. Donc, nous avons, à travers le programme d'appui à l'inclusion des enfants et jeunes handicapés, et avec l'appui de certains partenaires, notamment CBM, Handicap International, la DHW, l'Union européenne, nous avons mis en place les kits alimentaires qui ont été distribués aux personnes handicapées diminuées, surtout les enfants. Parce que les enfants handicapés, très souvent, ils sont issus des familles pauvres. Donc, ce qui a été fait. Pour ce qui est de la communication, nous avons vraiment développé une campagne de sensibilisation, surtout à travers des radios communautaires. Donc, sur toute l'étendue du territoire, une vaste campagne de sensibilisation a été développée. Et à ce jour, cette campagne continue. Au niveau de Lomé, par exemple, après-demain, on aura une émission radio, sur une chaîne de la place. Nous avons également développé des spots de sensibilisation, aussi bien audio que visuel, qui sont en train d'être diffusés sur toute l'étendue du territoire. Et les organisations à l'intérieur ont eu à faire des sensibilisations porte à porte pour apprendre ou bien amener les personnes handicapées au port du masque surtout. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas porter, mais il y en a qui le peuvent. Et comment le porter, c'est encore important. Comment le porter, comment l'enlever. Donc il y a des personnes qui ont été, avec l'appui des comités locaux, ils sont allés de porte en porte pour faire ce travail. Donc un travail est fait et on ose croire que le message passe. Très bien. Alors, c'est vrai que dans ce contexte de coronavirus, il faut envisager des dispositions spéciales, des adaptations et des aménagements pour ces personnes en situation de handicap, surtout dans les systèmes de soins. Alors, est-ce que vous avez les moyens de cette politique, surtout au niveau du CNAO? Vous êtes coordinateur aussi de la mobilisation des ressources. Vous venez de citer, c'est vrai, quelques partenaires. Est-ce que vous êtes suffisamment financièrement bien assis pour apporter ces aménagements dans cette période bien précise du Covid-19? Merci. Et suffisamment bien nanti, je dirais, toute organisation de la société civile togolaise se cherche en matière financière. Et la FETAF n'est pas du reste, mais étant donné que c'est une situation urgente et une situation particulière, il a fallu que nous essayons par tous les moyens pour mobiliser les moyens nécessaires et pour notamment venir en appui au CNAO, qui est vraiment le centre de référence en matière d'adaptation et de réadaptation en ce qui concerne les aides techniques. Donc là, spécialement avec l'appui du CICR, nous avons réussi à leur doter d'un certain nombre de matériel pour leur permettre de continuer par remplir leur noble mission. Et aussi, bien avant la survenue du Covid-19, il faut dire qu'on avait un partenariat avec le CNAO pour ce qui est de la prise en charge des personnes handicapées de façon générale, surtout vulnérables, qui ont besoin que ce soit des aides techniques de marche ou bien des aides techniques roulantes. Donc on se réfère au CNAO sur la base de ce partenariat et elles sont prises en charge. Merci beaucoup. Alors, comment cette crise sanitaire est-elle gérée au sein de l'association des aveugles du Togo?
les gestes barrières sont-ils bien respectés par nos amis les non-voyants? Qu'est-ce qui constitue la principale difficulté à leur niveau? Georges Edem Kekesi est un mâle ou peut-être non-voyant. Il est enseignant à l'école des aveugles, mais disons plutôt à l'école des non-voyants. Il répond aux questions. Il a saisi cette occasion pour formuler quelques doléances. Nous l'écoutons tout de suite. Ici, nous sommes dans une structure d'éducation des personnes en situation de handicap. Et lorsque le Covid a été annoncé, nous avons essayé d'apporter l'information au niveau des personnes en situation de handicap. Et comme les élèves ne sont pas là, il faut dire aussi que nous s'occupons des élèves du secondaire aussi. Donc eux, ils sont toujours au centre. Donc nous essayons de leur donner les précautions à prendre au sujet de cette maladie. Étant une personne en situation de handicap, certaines mesures barrières seraient un peu difficiles à prendre. Donc, il faut que, dans certains domaines, comme la distanciation, dans leur déplacement, lorsqu'ils sont sûrs avec une personne avec qui ils vivent dans la maison, ils peuvent se déplacer avec cette dernière. Là, celui-ci se chargera de l'aider à pouvoir mener librement ses occupations que de sortir seul et d'aller rencontrer quelqu'un qui viendra peut-être le contaminer sur les mesures barrières. Bon, pour le port des cache-nez, ça n'est pas une situation d'handicap qui va le dire, donc il faut seulement qu'il ait accès à cet outil et il peut l'utiliser facilement, comme les gels hydroalcooliques. Pour mes frères en situation d'handicap et les couches défavorables, la vie c'est un combat et chacun d'entre nous doit lutter. Dans la vie, il faut toujours croire en une personne. Lorsqu'on ne voit pas, on fait confiance à une personne. Donc lorsqu'on parle de quelque chose, il faut faire confiance. Et surtout quand c'est l'État qui parle. Donc la maladie de coronavirus est une réalité. Il faut croire en ça. Dire que ce n'est pas vrai, non. Donc la vie, il est vrai que c'est difficile pour nous, mais personne ne souhaite la mort de son prochain. Que chacun fasse tout ce qui est de sa possibilité pour qu'un jour nous sortions favorablement dans cette situation. Et pour les autres, je demanderais à se souvenir des écoles ou bien des structures qui se chargent de l'éducation des personnes en situation de handicap, puisque nous vivons en régime d'internat. Donc il va falloir que nous ayons beaucoup d'aide pour pouvoir parvenir à respecter ces mesures. Donc je nous donne tous le courage et je prie tout le monde de respecter les mesures barrières. C'est dans la seule condition que nous pouvons gagner cette bataille. Merci beaucoup à M. Georges Edem Kekesi pour ses propos. Monsieur Lakna, dites-nous, parmi les différentes mesures édictées par le gouvernement, est-ce qu'il existe certaines qui constituent en soi une difficulté particulière pour les personnes en situation de handicap? Vous en connaissez? Tel que nous le disons, les personnes handicapées constituent une couche spéciale et vulnérable à certaines situations. Comme on l'a dit, la résilience pour les personnes handicapées, c'est de voir ce que moi je peux faire en une situation donnée, la personne handicapée ne pourra pas le faire. Donc, les dispositifs de lavage de mains, pour certaines personnes handicapées, il est difficile d'avoir accès. Une personne qui a des difficultés de locomotion, qui est dans un fauteuil roulant et qui ne peut pas se baisser, qu'il sortir, aller vers, il faut prendre des dispositions. Donc, lui, il aura des difficultés de respecter ce dispositif, d'avoir accès plutôt à ce dispositif de lavage de mains. Nous avons les personnes non-voyantes aussi, et qui vont avoir des difficultés. D'abord même de voir où est le dispositif de lavage de mains et de pouvoir aussi bien porter son masque, c'est sûr.
Maintenant, pour respecter aussi la distanciation, cette personne malvoyante ne sait pas quelle est ma position pour pouvoir respecter cette distanciation. Donc, il y a certaines mesures qui sont difficiles à respecter. Et dans le centre, nous, on a mis en place ces dispositifs. On a prévu aussi des compensations. C'est pourquoi, à notre niveau, au niveau du dispositif de lavage de main à l'entrée, il y a des collègues qui sont mis là-bas et quand ils viennent, ils les assistent. Et qu'on demande aussi à leurs accompagnants de faire tout pour leur donner cette facilité en les aidant à pouvoir avoir accès à ces mesures qu'on a mis en place. Donc, nos marquages qu'on avait mis, une personne non-voyante ne peut pas respecter. Donc, c'est à nous de lui dire, à quelqu'un de lui dire, va respecter, soyez à ce niveau pour respecter la distanciation. C'est ce que nous avons eu, nous avons constaté et nous voyons que les personnes handicapées auront comme difficulté pour respecter. Voilà. Monsieur Brice, vous êtes proche, hein, je le dis ainsi, hein, vous êtes probablement proche des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans leurs habitudes de tous les jours et des habitudes, ce changement-là qui est dû à l'avènement du coronavirus? Merci. Depuis l'avènement, il faut dire que beaucoup a changé dans les habitudes des personnes handicapées. Au risque de faire peut-être une redite, quand on prend la catégorie des personnes handicapées visuelles, elles ont constamment besoin d'une assistance. Alors, du coup, la distanciation sociale ne peut pas être respectée à ce niveau-là. À ce niveau. Donc, vous comprenez, pour la personne handicapée visuelle, qu'il lui sera vraiment difficile de pouvoir se déplacer. D'aller plus. Avant, quand on dit il faut pas, quand il n'y avait pas distanciation sociale à respecter, quoi que ce soit, quand elle sort avec sa canne blanche, quelqu'un peut, quand elle a un obstacle, aller lui dire « Ah non, il faut plutôt faire comme ça », lui porter assistance, un passant ou bien une assistance volontaire. Maintenant, avec la distanciation sociale, le fait de ne pas toucher ou bien s'approcher de l'autre, ça fait que cette personne est vraiment laissée à elle seule. Maintenant, quand elle est dans son environnement, seule, elle peut se débrouiller. Mais quand elle sort, ça devient un peu difficile. Que depuis les non-voyants, nos amis les non-voyants ne sortent plus. C'est difficile pour eux de se déplacer sans assistant. Maintenant, nous, au niveau de la FETAF, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons plutôt avec les assistants. Nous travaillons sur les assistants pour leur dire, en réalité, pour que la personne handicapée visuelle soit épargné du corona, c'est que son assistant doit vraiment veiller au peigne fin au respect des mesures barrières. Il doit systématiquement se laver régulièrement les mains, il doit porter systématiquement son masque et étant donné que la personne handicapée visuelle doit lui tenir pour faciliter son déplacement, donc tout endroit où ils arrivent, c'est à lui de dire, ah, par ici, il y a tel marquage, il y a ceci, ceci, ceci. Donc, nous travaillons beaucoup avec les assistants. Et pour les autres personnes, catégories de personnes handicapées, c'est un peu difficile. Quand on prend un cordonnier qui ne fait qu'accueillir les personnes pour coudre leurs chaussures, et tapettes, et puis avoir quelque chose. Les personnes, maintenant, elle n'a plus de clients, donc ça veut dire qu'elle n'a plus d'activité. Et elle se retrouve à la maison, la condition économique devient difficile pour elle. Donc c'est vraiment beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements pour elle. Et je parlais tout à l'heure. Mais dans ce cas-là, est-ce que vous leur apportez quand même une assistance financière? Oui, assistance financière. Par rapport au transfert monétaire initié par le gouvernement, c'est vrai que ce transfert monétaire n'existe même plus, il a été suspendu. Les personnes vulnérables, les personnes en situation de handicap ne font pas partie, ne sont pas éligibles, à ce que je sache. Est-ce que c'est à vous maintenant de leur apporter cette assistance financière? Voilà, merci. Idéalement, les personnes handicapées vulnérables devraient bénéficier de ces transferts monétaires qui ont été mis en place, c'est-à-dire le programme Novice qui a été mis en place par l'État. Mais il se fait que suite à certains incompréhensions ou critères, ça a éliminé vraiment un bon nombre de personnes handicapées qui n'ont pas pu bénéficier. Mais la FETAF, à elle, il sera difficile parce que nous aussi, nous vivons de financement extérieur et c'est vraiment un travail sur projet.
avec la survenue du Covid, nous avons réorienté nos activités pour cette situation d'urgence. Faire des transferts monétaires, ça serait vraiment difficile pour la FETAF de pouvoir faire ce genre assumer cette responsabilité. Donc nous avons plutôt fait des appuis en kit alimentaire et en masque de protection. C'est déjà bien. Alors, nous allons évoluer dans cette émission. Nous avons souhaité vous présenter ce soir 2 cas de déformation des membres inférieurs chez les enfants, à part le pied beau. Voici donc le cas du genou valgum ou genou en X. Comment se fait la correction de cette déformation? Voici en image les différentes étapes du traitement. Nous sommes toujours avec les techniciens du CNAO et leur patiente. Cette fois-ci, c'est une petite fille. Regardez. En présence d'un enfant qui présente un genou valgum, les genoux sont en déformation en X. Donc nous allons commencer le traitement. L'étape première consiste à prendre le moulage pour pouvoir fabriquer l'appareil pour corriger la déformation. Donc cet enfant, on va lui prendre le moulage, mais comme nous sommes dans la période de la pandémie de coronavirus, nous insistons sur les mesures barrières, donc qui consiste à ce que le traitant se protège avec une visière et les masques. Donc le soignant, le patient et son accompagnant aussi doivent porter des masques pour éviter la contraction de cette maladie qu'est le coronavirus. Donc nous sommes en train de procéder au moulage de l'enfant. Le moulage consiste à prendre la mesure ou la forme de l'enfant ou bien du membre qui est malade en vue de procéder à la fabrication de l'appareil qui va corriger la déformation. Donc comme vous le voyez, en plus des visières et les masques que nous portons, vous allez constater que certains praticiens utilisent les gants. D'autres n'utilisent pas les gants, mais juste après le moulage, celui qui n'utilise pas les gants doit immédiatement aller se laver les mains pour essayer de rendre les mains propres, comme l'exigent les mesures barrières. Donc nous essayons de corriger la déformation déjà dans le plâtre que nous faisons, pour essayer d'avoir le membre plus ou moins droit avant d'aller le corriger sur le positif. Donc maintenant on va procéder au démoulage. On va enlever le plâtre. Donc comme vous l'avez vu, on a mis une matière à l'intérieur du plâtre qui nous permet d'enlever ce que nous avons posé comme plâtre. Donc voilà ce que nous avons obtenu comme mesure, comme moulage de l'enfant. Donc c'est ça qui va nous servir à fabriquer l'appareil orthopédique qu'on appelle attelle anti-valgum en plastique avec des fermetures en sangle velcro que l'enfant portera la nuit et la journée pendant un certain nombre d'heures. C'est une prise en charge qui dure de 4 à 6 mois. Ça fait un traitement de 4 à 6 mois. Voilà, de port de l'appareil. Dans cette période de pandémie, nous exigeons que le patient et l'accompagnant qui vient chez nous portent des masques. Et d'abord, avant d'entrer dans le hall, ils doivent se laver les mains. On leur prend la température depuis l'entrée de la structure. Maintenant, il faut arriver chez nous
Nous, on exige que l'enfant porte, ou bien le parent, ou bien l'accompagnant porte les bavettes, ou bien les masques. Voilà, c'est ce travail extraordinaire qui se fait au niveau du CNAO. Dites-nous, Monsieur de Lacna, peut-on avoir une idée sur le prix et le coût de ce traitement? Est-ce que c'est accessible? Oui. Ce processus, vous voyez, c'est un long processus qui implique aussi des frais. Vous voyez, c'est le plâtre qu'on a utilisé pour faire ce dispositif qu'on a obtenu. Oui. C'est la toute première étape. On ira couler ce qu'on a comme dispositif pour enlever et reprendre les tailles et rectifier encore pour pouvoir produire l'appareil. Quand on finit, on va prendre maintenant le plastique que vous verrez que la personne va utiliser, que l'enfant va utiliser, reprendre aussi cette forme qu'on a produit et pouvoir faire. Vous allez voir qu'on a beaucoup de choses, beaucoup d'outils pour avoir obtenir. Et ça coûte les yeux de la tête? Ça coûte en moyenne 37 000 pour une 37 000, vous avez dit? Oui, c'est moins cher parce que ce qui rentre dedans est beaucoup plus. Puisque nous disons toujours que c'est un centre social. Oui. C'est social. 37 000 pour tout le traitement, y compris le coût de l'appareil aussi? Oui, le coût de l'appareil. C'est le coût de l'appareil qui est 37 000. Parce que tout ce processus, ça rentre dedans, le plâtre, ainsi de suite, ça rentre dedans et nous faisons le prix minimum 37 000 pour une seule attelle. Donc ce qu'il vient de faire, si c'est 2, donc vous voyez que ça fait 37, voilà. C'est ça. 2. Donc c'est unilatéral. Je comprends maintenant. Docteur Baoué, dites-nous un peu au niveau du CHR, comment ça se passe avec les patients? Et du nouveau dans le traitement? Du nouveau dans le traitement, non. Puis, sinon, nous continuons comme on le faisait d'habitude, comme toujours. Il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau. Et il n'y a même pas de difficulté au niveau de la prise en charge des nouveaux cas récemment enregistrés? Tout se passe bien là-bas? Oui, tout se passe bien dans la majorité des cas. Dit qu'il n'y a pas de difficulté, non, mais il n'y a pas de difficulté vraiment majeure qui puisse entraver notre travail. Mais au jour le jour, des réflexions sont menées pour améliorer les conditions de travail. Mais les patients, il faut Dieu merci, nous n'avons pas actuellement, enfin, nous avons des patients qui sont sévères, critiques, mais on arrive quand même à les juguler. Oui. Est-ce que nous avons parlé aujourd'hui même de la situation du jour, les chiffres par rapport aux chiffres? Nombre de cas confirmés, nombre de cas guéris, le nombre de décès c'est toujours 13, c'est vrai. Oui, la situation de ce jour, on est toujours à 13 décès. Oui. Nous sommes à 532 cas confirmés, avec 306 cas guéris et 211 qui sont cas actifs actuellement. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, notre seul mot d'ordre doit être ceci. Notre seul mot, c'est de continuer par respecter les mesures barrières. C'est extrêmement important, docteur Baoué. Oui, c'est extrêmement important. Comme je le disais tantôt, on n'a pas encore de virus, on n'a pas encore de vaccin contre ce virus. On n'a pas encore de médicaments. Et la seule arme que nous disposons aujourd'hui, c'est la prévention. Et on a donné toutes les mesures préventives. Et donc, jusqu'à preuve de contraire, ces mesures préventives restent d'actualité. De toute façon, qu'on ait un vaccin ou pas, il faut quand même se prévenir. Il ne faut pas souhaiter avoir la maladie. Donc, il faut adopter toujours ces mesures. Donc, les mesures préventives restent toujours d'actualité. Et surtout, en ce moment où on n'a pas encore de vaccin, on n'a pas de médicaments, il faut mieux respecter ces mesures pour être à l'abri de ce virus. Donc, on appelle toujours à la bonne observance de ces mesures au sein de la population. Très bien. Quel est le rôle et la contribution des partenaires techniques et financiers qui viennent en aide aux structures d'accueil ou bien aux associations, les structures de prise en charge, j'allais dire, et aux associations des personnes en situation de handicap? Dans le plan de riposte du Covid-19, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait pour ces personnes qui vivent avec une infirmité? Nous écoutons Madame Materola Irène. Elle est responsable Pays Handicap International Togo. Dans le cadre du plan de riposte de la Covid-19,
On a d'abord travaillé avec la FETAF, parce qu'on travaille surtout avec les associations de personnes handicapées. Donc on a travaillé avec la FETAF pour faire en sorte que les messages soient accessibles à tout le monde, puisqu'au début, les messages, c'était plutôt des messages audio, ou alors des messages visuels, mais qui vraiment nécessitaient d'être accompagnés avec le son. Donc on a d'abord travaillé sur des spots en langue des signes, pour pouvoir arriver à tous, pour que le message, surtout les mesures barrières, soient accessibles à tous. Ensuite, on a essayé de réfléchir un petit peu quelles étaient les méthodes, les barrières plus spécifiques. Donc, sachant qu'il s'agit de groupes vulnérables, on a travaillé avec des groupes de personnes handicapées qui ont elles-mêmes fabriqué du savon, de l'eau de javel et des masques dernièrement, pour qu'il y ait une distribution pour les parents, pour les assistants des personnes handicapées. Donc on a fait quand même un large travail et sur la production, ce qui leur permet d'avoir un petit revenu quand même pendant la période de Covid, parce qu'il faut voir que la période de Covid, ça a été un problème pour tous, un problème économique aussi, pas seulement un problème sanitaire, et en plus des moyens de protection supplémentaires pour les personnes en situation de handicap. On a aussi travaillé avec l'OADCPH, qui est une organisation qui travaille surtout sur la mise en place d'appareils orthopédiques, de façon à ce que ce matériel-là soit utilisé pour la fabrication de visières de protection. Et donc, c'est du matériel homologué qui a servi pour la protection. Et dernièrement, on a travaillé sur des maraudes parce qu'on était inquiet sur les personnes handicapées qui déambulent dans la rue et qu'est-ce qui se passait avec eux pendant la période de couvre-feu. Et donc, on a fait un diagnostic qui nous a permis de voir qu'il y a quand même un pourcentage de personnes handicapées dans la rue qui est bien plus grand que ce que prétend l'OMS, par exemple, dans une société normale où il devrait y avoir 10%. On estime à 10% le nombre de personnes handicapées. Dans la rue, on avoisine les 20%. Surtout le handicap intellectuel et surtout des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Donc là, on a un gros programme, nous, de santé mentale et sur lequel on fait un focus particulier dans le cadre du Covid-19. Je pense que les personnes handicapées sont des personnes qui sont vulnérables. D'abord parce que soit elles ont besoin d'assistance et avec les mesures de distanciation sociale, c'est un problème pour les personnes handicapées parce que si moi j'ai besoin que quelqu'un m'appuie, m'accompagne dans les gestes de tous les jours, si cette personne elle doit rester à 1,50 m de moi, c'est forcément un problème. En plus, on sait aussi que les personnes handicapées ont parfois, selon le type de handicap, qui parfois vient avec des personnes en chaise roulante, par exemple, ont des difficultés pulmonaires plus faciles, donc ils vont être plus facilement touchés par la Covid-19, ce qui veut dire qu'évidemment, ils ont besoin d'une assistance particulière. Et en plus, en général, ça fait quand même partie des couches les plus pauvres de la société. Donc, les personnes en situation de handicap, elles ont aussi besoin d'un appui économique supplémentaire pour faire face à cette période. Donc oui, je pense qu'effectivement, il faut faire un focus parce que les personnes handicapées, elles ont une double vulnérabilité par rapport au Covid-19. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une réponse, un plan de réponse qui soit adapté à tous. Et du coup, il ne faut pas oublier une tranche de population qui est quand même une grande tranche de la population togolaise. Donc mon message, c'est vraiment qu'il faut toujours penser de façon inclusive et il faut que la réponse soit inclusive. Le Covid, c'est l'affaire de tous. C'est la responsabilité de tous, mais s'il y a une partie de la population qui est oubliée, c'est un risque pour toute la population. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'oubliés dans cette crise et que tout le monde soit pris en charge. Chacun avec les adaptations dont il a besoin. Voilà, Dr Baoué, est-ce que, selon vous, vous avez l'impression que les personnes en situation de handicap sont les oubliées au sein de la société togolaise? Je ne saurais répondre exactement à cette question. Peut-être que M. Brice peut... Essayez. Oui, mais quand on voit un peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours, dans l'information sanitaire, on a effectivement l'impression que ces personnes sont oubliées. Voilà. Oui. Voilà. C'est ce que j'attendais comme réponse. Monsieur Brice, vous êtes même au cœur de l'amélioration des conditions de vie et d'existence des personnes en situation de handicap. Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour ces personnes-là? Merci. Et comme l'a dit le docteur... On a parlé de l'assistance tout à l'heure. Une personne qui a besoin de se déplacer, et elle a forcément besoin d'une assistance. Mais avec la distanciation, madame l'a dit tout à l'heure, ça devient difficile. Alors, qu'est-ce que vous faites pour eux? Autoconfinement de façon éternelle, c'est pas possible.
Oui, nous ne conseillons pas l'autoconfinement de façon éternelle, mais seulement nous essayons de leur rappeler l'importance du respect des mesures barrières. Parce qu'aujourd'hui, le docteur Bawé l'a dit, l'unique alternative pour venir à bout de cette pandémie, c'est le respect des mesures barrières. Pour les personnes handicapées qui ont la possibilité de respecter ces mesures barrières, surtout le port du masque, vraiment nous les conseillons de le faire. C'est pour ça que nous sommes en train de faire même actuellement une large campagne de distribution de masques de protection. Là, c'est vraiment sur toute l'étendue du territoire. Et maintenant, pour celles qui ont besoin d'un accompagnement, surtout au niveau des fauteuils roulants, il y en a qui doivent être assistés. Donc, pour les assistants, on leur demande de se laver régulièrement les mains. Ou de porter les gants. Mais là aussi, on a un hic, parce que quand on a le gant, on se dit qu'on est hyper protégé et on se permet de faire, d'oublier un peu soi-même. Donc, on a du gel qu'on a eu à distribuer également sur toute l'étendue du territoire. Donc, on recommande l'utilisation du gel quand il n'est pas possible d'utiliser l'eau. Et quand il est possible d'utiliser l'eau et du savon, de faire recours à l'eau et du savon. Maintenant, pour les personnes handicapées visuelles, c'est également leur assistant d'être vraiment aux côtés et de veiller vraiment à leur déplacement. Maintenant, quand la personne handicapée visuelle est seule, elle peut savoir si l'autre est à plus d'1 mètre à travers sa canne blanche. Déjà, quand elle entend, puisque Dieu est vraiment miséricordieux parce qu'elles ont une capacité d'audition très forte. Elles arrivent à mesurer quand même la distance, mais en dehors de cette capacité, avec leur canne blanche, elles arrivent à savoir si la personne est déjà au-delà, puisque la canne dépasse 1 mètre. C'est ça. Voilà, Monsieur Lakna, vous avez écouté Dr Bawé répondre tout à l'heure à cette question, et je suis d'accord avec lui. Nous pensons réellement que les personnes en situation de handicap sont oubliées. Alors, comment faire? Quelles sont les solutions, les stratégies pour aider ces personnes-là à vivre un peu dans des conditions acceptables? Merci, madame. Pour ces personnes handicapées, et comme nous l'avons dit, pour répondre à cette résilience qui se pose à nous tous, c'est que nous devons fournir des efforts. Parce qu'elles ont besoin de l'assistance. Comme il vient de le dire, il faut toujours les assister en prenant en compte toutes ces mesures barrières, en respectant rigoureusement les mesures barrières, afin d'éviter qu'elles soient contaminées. Parce que si vous voyez l'assistant, par exemple, qui va aider la personne à aller en fauteuil roulant, doit toujours laver les mains. Et maintenant, nous avons plutôt le conseil où il faut toujours laver, c'est-à-dire au lieu de laver, c'est désinfecter. Toujours avoir un torchon bien propre, et à chaque fois désinfecter avec le gel ou bien de l'alcool, le matériel qu'ils utilisent, et afin d'éviter que ça soit contaminé. Et que celui-là qui les aide, à chaque fois qu'il touche, que lui soit propre aussi. Et ainsi de suite. Donc, nous disons et nous reconnaissons ce que le docteur a dit et ce que M. Brice vient de dire, avoir tous les dispositifs qui sont mis en place pour lutter contre la pandémie. Par moment, il n'y a pas trop la considération de cette frange. On ne les implique pas, ils ne sont pas trop inclusifs. Mais des efforts sont toujours faits. Ça ne se sent pas. Toujours faits pour le faire, mais ça ne se sent pas. Et toujours... ça reste insuffisant. Il faut reconnaître que la population, dans sa large partie, ne maîtrise pas le droit de la personne handicapée, ne reconnaît pas ce qu'il faut faire pour inclure la personne handicapée dans tout acte que nous posons. Il y a cela qui fait que toute personne qui se lève pour faire une action n'inclut pas, n'intègre pas que la personne handicapée dans son action. Nous passons, c'est vraiment dommage. C'est un appel à nous tous qu'on pense, qu'on cherche à connaître la personne handicapée, et à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, qu'on pense aussi à la personne handicapée, qu'elle bénéficie de ce que nous voulons poser comme acte. Parce que c'est difficile, puisqu'il y a des fois, pour que la personne handicapée bénéficie,
il faut certains moyens supplémentaires. Voilà. C'est ça l'autre problème. C'est ça le problème. Problème de moyens. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Monsieur Brice, afin de minimiser les risques de propagation du Covid-19, les personnes en situation de handicap à travers des vidéos dans leurs pays respectifs ont proposé des bonnes pratiques, des messages de sensibilisation, des messages très utiles et importants pour que cette frange de la population soit à l'abri de ce virus-là. Au niveau de la FETAF Togo, qu'est-ce que vous avez fait? Merci pour la question. Au niveau de la FETAF, nous avons également essayé de réaliser une... C'est vrai que vous avez parlé de la sensibilisation, voilà, mais cette vidéo dont on parle, et les pays en ont fabriqué, est-ce que vous l'avez fait également? Oui, nous avons réalisé une vidéo de sensibilisation, et nous ne l'avons pas fait sous le format comme les autres pays l'ont fait. Parce que dans d'autres pays, c'est une personne handicapée, on a fait le focus sur elle, et puis elle décrit sa situation, comment elle est en train de traverser cette période de la Covid-19. Mais chez nous, nous sommes partis sur la base d'une vidéo sensibilisatrice. Une vidéo qui, non seulement ça retrace comment la personne handicapée traverse la période de Covid-19, mais qui apporte en même temps un message. Et très bientôt, la vidéo sera diffusée et nous osons croire qu'elle va aller dans des oreilles des personnes attentives. Ok, mais moi je vous signale à nos chers téléspectateurs que Santé d'abord a la primauté de vous diffuser tout à l'heure cette vidéo. Alors voyons de près le contenu de la vidéo de sensibilisation conçue par la FETAF pour sensibiliser les personnes en situation de handicap. Et vous allez apprécier et après on revient, j'allais dire, sur le plateau. La vidéo. Information coronavirus. Chers frères et sœurs handicapés, la situation sanitaire actuelle liée au Covid-19 exige que nous puissions changer nos habitudes et revoir notre façon de vivre au quotidien. Pour stopper la propagation du coronavirus, il est important d'adopter, en plus des mesures barrières générales, des gestes barrières spécifiques selon votre handicap. Pour les personnes utilisant les aides techniques, à savoir la canne blanche ou anglaise, les béquilles, les prothèses ou orthèses, les fauteuils roulants ou autres appareils, réduisez les contacts de ces aides techniques avec les personnes de votre entourage, car ces outils dont vous faites usage constamment peuvent être facilement infectés. Nettoyez ou désinfectez-les fréquemment à l'aide d'un mouchoir et de solutions désinfectantes comme de l'eau savonneuse, eau javelisée ou gel hydroalcoolique. N'hésitez pas à demander des conseils sur l'entretien et le nettoyage de votre aide technique à votre prestataire de service ou à votre fournisseur. N'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou d'utiliser une solution hydroalcoolique. Tossez ou éternuez dans un mouchoir jetable ou dans le pli du coude. Évitez les salutations en serrant les mains. Maintenez toujours une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, vous pouvez vous assurer du respect de cette distance à travers votre canne blanche. Portez systématiquement les masques et évitez de vous toucher les yeux, la bouche et le nez. En cas de difficultés respiratoires, de fièvre ou de toux, restez chez vous et appelez le 111. Informez-vous en temps réel sur le www.covid19.gouv.tg. Ensemble, protégeons-nous contre le coronavirus. Ceci est un message de la FETAF avec l'appui financier de la Fondation Liliane. Voilà, merci beaucoup, Dr Bawe. Si on vous demande de donner une note à cette vidéo, votre appréciation? Donc, je pense qu'elle est bien indiquée, à la cible indiquée également. Ouais. Moi, j'ai aimé surtout la désinfection des objets que ces personnes touchent beaucoup. Voilà. Parce les aides techniques. Les aides techniques, oui, parce que quand on prend l'handicapé moteur, il a besoin d'appui pour tous ses gestes. Et donc, il touche à beaucoup de choses. Et il faut régulièrement se laver les mains et puis désinfecter son matériel, enfin, ces aides techniques. Moi, je pense que c'est bien élaboré. C'est bien élaboré. Félicitations à la FETAF. Voilà, félicitations à la FETAF et souhaitons que toutes ces informations données soient prises en compte par les intéressés. Alors, je reste sur Dr Bawe. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Dr Bawe, s'il vous est donné de tirer des leçons de cette crise sanitaire jamais vécue dans le monde, et pour parler du cas du Togo, qu'est-ce que vous direz? Alors, cette crise sanitaire a permis, de façon générale, surtout à nos pays africains, de jauger un peu de notre système
sanitaire, de santé. Et quand on prend le cas du Togo, nous avons vu un peu ce que la mobilisation qui a été mise autour de cette pandémie lorsque nous avons eu le premier cas déjà au Togo. Nous avons vu un peu la mobilisation que les autorités, en l'occurrence le chef de l'État, a mis en place. Aujourd'hui, le CHR Lomé Commune est un hôpital qui fait aujourd'hui une peau neuve. Et on souhaite que ça soit le cas pour les autres hôpitaux. Pas seulement attendre qu'on ait une situation d'urgence pour qu'on court, mais il faut qu'on améliore surtout le système de santé du Togo parce que on est sans savoir qu'il y a eu plusieurs manifestations de grève dans le secteur de la santé, justement pour l'amélioration des conditions de travail et surtout l'équipement de nos hôpitaux. Pour le bien de la population. Pour le bien de la population. Exactement. Exactement. Oui. Et donc, je pense qu'après Covid, il faut que vraiment beaucoup de choses changent dans notre secteur. Il ne faut pas qu'après cette maladie, enfin, après, lorsqu'on sera vraiment hors de danger, qu'on revienne à la case départ. Donc, j'encourage les autorités à mettre encore beaucoup d'efforts pour que le secteur de la santé soit encore plus amélioré. Plus amélioré. Voilà. Alors, vos conseils, comme dernier mot, ces conseils iraient à qui? Je voudrais que vous adressiez un message particulièrement aux élèves et aux enseignants qui ont repris le chemin des classes hier, Dr Bawé. Oui, pour les élèves et les enseignants qui ont repris les chemins de classe depuis le lundi, c'est pour une période de 4 semaines à 6 semaines. Et ça va passer vite, mais si en ce laps de temps, les mesures sont relâchées, on va assister à des flambées, épidémiques. Et donc, les élèves doivent mettre doivent participer, également les enseignants, et surtout les chefs d'établissement et les surveillants qui doivent tous les jours veiller à ce que vraiment les élèves soient disciplinés. Et donc, on appelle également à la discipline des élèves parce que c'est une petite erreur, suffit pour être contaminé et contaminer toute une école. Donc, les mesures barrières sont toujours d'actualité, de mise, et on appelle les élèves à respecter ces mesures pendant les 6 semaines que va durer cette rentrée pour ne pas qu'on ait des soucis. S'il faut continuer ou bien s'il faut encore arrêter les cours. Merci beaucoup, Dr Bawé, d'être passé dans cette émission. Monsieur Lakna, votre message de ce soir, c'est lequel? Merci madame, notre message c'est de dire que la pandémie existe et qu'elle nous a interpellés nous tous à la discipline. C'est ça. Et que nous l'avons fait preuve en respectant ce que le gouvernement nous a dicté comme mesures barrières et que nous continuons, comme le docteur l'a dit, jusqu'au jour où le gouvernement nous dira, comme on vient de faire le déconfinement, qu'on a demandé que nous respectons au moins parce que le port obligatoire du masque est dicté et effectif, le respect des mesures barrières, le lavage des mains et aussi que nous respectons ça. C'est la simple façon d'éviter ou bien de guérir, entre guillemets, cette maladie qui est là. Et que c'est moins cher. Tant que, si le vaccin arrive, nous, en tant que Togolais, est-ce que nous pouvons supporter le coût de ce vaccin? C'est de dire que notre meilleur traitement, c'est les mesures barrières. Et j'interpelle les personnes handicapées qui sont, nous, nos patients, nos partenaires, que le respect de ces mesures, en plus celles que nous leur conseillons et celles que FETAF vient de faire à travers cette sensibilisation, elle paraît très nécessaire. Le fait d'éviter que tout le monde touche leurs aides techniques, leurs prothèses, leur appareil qu'ils utilisent est très, très, très nécessaire. Parce que quiconque vient le toucher sans laver les mains, lui transmet et lui, il prend ce virus. Merci beaucoup pour votre message. Monsieur Brice, je ne vais pas vous demander votre mot de fait, mais je vous demanderai plutôt de donner une note à votre vidéo que vous-même vous avez conçue. Donnez une note. Merci Madame Carole. Et comme le dit un adage, on ne peut pas danser, s'apprécier. Voilà, je souhaite tout simplement que la vidéo puisse atteindre le plus grand nombre et que vraiment les personnes handicapées puissent respecter tout ce qui est dit dans cette vidéo afin
que la couche des personnes handicapées ne soit pas touchée par cette pandémie. Nous sommes déjà vulnérables par nos différentes déficiences et il ne serait pas bien d'augmenter notre situation de vulnérabilité à travers, en prenant en contact, en étant infecté par cette maladie. Peut-être, si vous permettez... Juste une minute, voilà, une seconde. Une seconde, oui, c'est de dire un merci à la télévision togolaise en passant par vous pour nous avoir permis de passer sur ce plateau et pour qu'on puisse ensemble discuter de ce thème et permettre à nos amis handicapés de comprendre. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir présenté. Nous avons évoqué ce soir la problématique des personnes vivant avec une infirmité et les mesures leur permettant de respecter surtout les gestes barrières dans ce contexte du Covid-19. Nous disons merci à nos invités, monsieur Bawé, docteur Bawé, il est infectiologue au CHU Sylvanus Olympio et également aux cheveux des malades du Covid-19 au niveau du CHR Lomé Commune. Monsieur Lakna Topissa, il est directeur du CIENAO, Centre national d'appareillage orthopédique et kinésithérapeute de formation. Et enfin, monsieur Banda Ptenam Brice, il est juriste, coordinateur, communication et mobilisation des ressources à la FETAF, la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées. Vous avez dû remarquer que ce soir, nous n'avons plus porté nos masques, c'est parce que nous estimons avoir respecté la distanciation physique et surtout que nous n'avons pas devant nous nos interlocuteurs. Alors, veuillez nous en excuser et dorénavant, ça va être comme ça. Merci à toute l'équipe de la réalisation. On se donne rendez-vous demain à la même heure dans l'émission Amina. Au revoir et excellente soirée sur la première. À bientôt.